point de départ de cette discussion-là, à Montréal, comme beaucoup d'endroits, il y a une espèce de multiplication de manifestations que, d'ailleurs, tantôt, Nicolas Dignan appelait la micro-appropriation du territoire, qu'on a appelé dans le programme les manifestations créatives d'appropriation du territoire qui vont du théâtre de rue à l'art éphémère au jardinage sauvage. En fait, peut-être que Nicolas Dignan parlait de certains types de manifestations là-dedans, peut-être de l'ordre des poules puis du jardinage, puis ici on élargit un peu plus au domaine des arts, mais donc on va prendre un moment pour un peu explorer c'est quoi ces manifestations-là, en quoi ça consiste, puis comment ça s'inscrit autant dans l'espace que dans les institutions aussi qui les accueillent ou qui les accueillent pas. Donc pour nous en parler, on a des praticiens de ces différentes ces champs d'activité-là. Ismaël Audecoeur, les agronistes. Pour commencer, vous pouvez vous présenter, c'est la tradition de l'événement, de commencer par décrire votre trajectoire, donc d'où vous nous arrivez jusqu'ici, puis en même temps peut-être dire qu'est-ce que vous faites qui vous amène ici, donc d'activité professionnelle, puis après ça on commencera avec la discussion pour vrai. Ismaël, oui, il y a 2 micros là, ça c'est un point important. Vous avez chacun votre micro, étant donné que... donc, trajectoire, moi, je pense que je me considère comme un Montréalais, mais je suis né en France, d'un père français et d'une mère acadienne du Nouveau-Brunswick. Donc, en réalité, je suis comme un immigrant première génération. Même si les gens me demandent toujours, bon, je m'appelle Ismaël, déjà, c'est compliqué. D'où tu viens? Donc, déjà en partant, on me considère comme un immigrant. Est-ce que tu es juif ou arabe? Donc, il y a toujours un mystère sur mes origines. Alors, j'explique toujours que c'est pas une explication géographique, c'est temporel. Je suis né des années 70, mes parents c'était des hippies, et ça explique mon nom. Donc, il n'y a pas de lien culturel. Mais c'est quelque chose que je transporte toujours. Et quand j'ai l'occasion d'aller dans les pays arabes, je suis toujours accueilli comme un frère, Ismaël. Ah, ben oui, moi j'ai un cousin au Canada, patati. Et donc, c'est très sympathique. Ça. Donc, le nom que je porte, Audecoeur aussi, on est les seuls au Québec avec ce nom-là, dans le bottin, dans les bottins. Là, il y a moi, mon frère, ma soeur, Bathilde. Donc, on est comme un petit, une espèce de petit échantillon d'une vague immigration. Et du côté de ma mère qui vient du Nouveau-Brunswick, mon grand-père était québécois, agriculteur. Et dernièrement, j'ai essayé de remettre ma vie en ordre et je ne peux même pas vous dire clairement où était. Des fois, on pose des questionnaires. Quelle était la maison de votre enfance? Je ne peux pas répondre à cette question-là. J'ai trop bougé. On s'est déplacé tout le temps en ville, à la campagne, aux États-Unis, à Montréal, à Québec, en région, canton de l'Est. Et après ça, mes parents se sont séparés. Mon beau-père était agriculteur, donc j'ai grandi sur des fermes. Après ça, on était en ville, etc. Mon père était beaucoup à l'international aussi. Et tout ça pour dire que ça fait peut-être 20-30 ans que je suis à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Et je me suis toujours dit que j'étais un plateauiste. Là. Je suis fondamentalement issu de mon quartier. Comme architecte paysagiste, j'ai essayé de reprendre un peu ce qui était ma trame, finalement, sur cet aller-retour entre l'Europe, le Québec, et la ville et la campagne. Donc, pour moi, l'agriculture urbaine, c'était un peu finalement l'ingrédient qui me permettait de ramener tous ces vécus-là en surface, puis de ramener la nature en ville. Pour moi, la nature, c'était fondamentalement important. J'avais la chance de passer les fins de semaine ou mes étés à travailler dans les champs. Donc, j'avais comme ce moment de répit, de nature, malgré que je vivais quand même une vie intense urbaine sur le plateau Mont-Royal. Et donc, cette vie un peu particulière de passer mon temps dehors à faire pousser des légumes dans les cours arrière de HLM du plateau Mont-Royal et à me promener comme ça, à développer des jardins dans des milieux complètement arides, bétonnés. C'est un petit peu ça ce qui m'a amené, ce qui fait pourquoi en fait je me retrouve ici aujourd'hui, j'imagine. Et c'est extrêmement fascinant d'avoir, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est toute la question, j'ai beaucoup aimé les discussions d'ailleurs cet avant-midi, c'est beaucoup la question de, je considère que bon, la ville est devenue notre habitat principal, elle est très codée,
on ne peut pas intervenir dans l'espace privé, on ne peut pas intervenir dans l'espace public, finalement, on ne peut rien faire. Donc, il faut complètement casser ces conceptions-là pour se réapproprier la ville. Et à travers l'agriculture urbaine, moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est une façon extrêmement intéressante d'envoyer promener les barrières. Et l'art aussi, l'intervention artistique, je pense que les deux, il y a un parallèle à faire à ce niveau-là. Voilà. Merci. Je reconnais plein de choses dans ce que vient de dire Ismaël par rapport à mon propre parcours. Donc, je m'appelle Muriel de Zandroniz, j'ai un nom bizarroïde qui est basque-espagnol, mais qui me prédestine finalement à mon métier de clown. Puisque, voilà, je suis comédienne, mais on fait vraiment un travail clownesque avec la compagnie avec laquelle je travaille, qui s'appelle Toxic Trottoir. On est 3 femmes créatrices à travailler dans le cadre de cette compagnie-là. Et puis, donc, mon parcours personnel, c'est que je suis née en France et ça fait maintenant 20 ans que je vis au Québec. Je n'ai pas habité seulement en France, j'ai habité aussi au Maroc, en Espagne, pendant quelques années. Donc, je me suis toujours considérée comme une citoyenne multiple, où il y avait, finalement, j'étais plusieurs couches de citoyenneté, une citoyenneté québécoise, une citoyenneté française, espagnole, marocaine, puisque j'ai aussi des grands-parents espagnols, j'ai un mari marocain, etc. Donc, depuis toute jeune, en fait, j'ai voulu faire du théâtre. C'était inscrit, je pense, dans ma génétique. Mais j'ai toujours eu envie, en fait, de faire un théâtre social, un théâtre engagé. C'est vraiment ce qui me motivait comme créatrice, comme comédienne. Enfin, toutes les étapes que j'ai pu avoir de ma vie professionnelle, c'était vraiment cet enjeu de faire un théâtre utile, finalement, qui m'animait. Et avec Toxic Trottoir, on a décidé, donc ça fait maintenant 8 ans, de créer une compagnie qui s'adressait finalement à l'espace public et aux citoyens qui traversent cet espace public. Donc on crée du théâtre de rue. À travers la compagnie, on mène plusieurs projets. Donc on diffuse nos spectacles en espace public dans différents lieux, que ce soit à Montréal, que ce soit en région, beaucoup dans le cadre de festivals, mais aussi dans des cadres beaucoup plus spontanés, où on fait des interventions parce que nous, ça nous branche. Puis voilà, notamment, on va faire... je vais vous quitter pour aller faire un parking sur la rue Masson, qui, heureusement, étant un peu notre territoire aussi de jeu, et vraiment un territoire qu'on occupe régulièrement, notamment aussi avec la compagnie, avec un festival de théâtre de rue, enfin, un festival des arts de la rue, on englobe plus que le théâtre, on accueille aussi du cirque, de la musique, de la danse, mais qui se voue à l'espace public. Donc, voilà, ça s'appelle La rue qui t'étonne. C'est sûr que moi, si j'ai voulu occuper la ville, et puis cet espace public par les arts, c'était vraiment d'abord pour être à la rencontre de citoyens qui n'ont pas vraiment toujours la chance, l'opportunité d'être en contact avec les arts, puis d'être dans un espèce de brassage comme ça de population mixte. C'est vraiment quelque chose qui me rejoignait, puis qui me happait, puis qui me stimulait. Donc ça c'est... Et puis aussi, finalement en devenant praticienne, je me suis rendu compte que cet espace public-là, je rejoins vraiment ce que tu disais, en fait, disons qu'il y a... Enfin, je crois que comme citoyenne engagée, finalement, j'ai aussi vraiment envie de me l'approprier, dans la mesure où, finalement, on se rend compte qu'il nous échappe. L'espace public est de plus en plus privé. On a vraiment du mal, finalement, à créer dans cet espace public, parce que les règles sont extrêmement rigides, à tous les niveaux, à plein de niveaux. Donc, et même au-delà de ça, même la reconnaissance d'une discipline comme le théâtre de rue, donc comme une discipline qui puisse se faire en rue, dans un autre type d'espace, qui est l'espace en salle, là aussi, il y a quelque chose qui souvent va échapper à, en tout cas, à une sphère qui peut être reconnue, qui peut être... voilà. La première question qui me passe par l'esprit, c'est qu'on semble parler... En fait, vous avez des préoccupations communes par rapport, entre autres, au caractère privé de l'espace public ou à la difficulté d'intervenir dans notre espace commun. Vous êtes aussi comme en marge des institutions paysagères ou artistiques, mais est-ce que, quand on a comme créé on aurait créé une catégorie aujourd'hui qui englobe à la fois les interventions paysagères, jardinage, le théâtre de rue, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de commun là-dedans? Est-ce qu'on parle d'un même objet ou c'est des réalités qui ont peu de choses en commun? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme une espèce de phénomène? Est-ce que c'est un phénomène unique et commun dont on parle? Ou
Ben, moi, d'après moi, oui, c'est l'appropriation d'un lieu, d'un espace. En fait, j'en discutais tantôt avec quelques personnes ici. Il y a comme une limite à franchir. Ça prend du courage. Il faut comme dépasser justement le confort du respect des normes. Et moi, je donne toujours l'exemple quand je fais beaucoup de présentations, de conférences. Et souvent, je parle de ce que je fais dans mon temps libre, pas nécessairement de ce que je fais comme professionnel. Même si j'interviens dans un cadre de conférence, en architecture de paysage, je vais souvent parler de ce que je fais. Puis un des exemples que je trouve frappant, c'est que j'habitais dans un triplex juste à côté du marché Jean Talon. Moi, j'étais au 3e étage. C'est une rue très large, c'est la rue de Relais, c'est beaucoup de béton. J'habitais en face d'une cour d'école, donc une mer de béton, une rue très large. Devant, le bloc était en pierre, et il y avait un espace avant le trottoir qui lui-même est très large aussi en béton, qui était aussi du béton. Donc j'étais vraiment dans une mer de béton. Et le soleil, vraiment du côté soleil, c'était épouvantable. Et il y a une tradition à Montréal qui fait que ce sont les locataires du premier étage qui occupent l'espace au sol. L'espace au sol était du béton, on était tous des locataires. Donc le locataire ne s'approprie pas l'espace parce qu'il n'est pas propriétaire. On est toujours temporairement, à long terme, des espèces de non-usagers. Moi, je visualise la ville. La ville est construite, on n'a rien choisi et on l'a subi à 100%. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis descendu de mon 3e étage. J'ai dit au locataire du premier étage, on va faire un deal. Moi, je vais installer un jardin. Vous allez l'entretenir, parce que moi, je ne veux pas descendre du 3e étage avec des chaudières d'eau, c'est ridicule. Vous allez l'entretenir, puis on va se partager la récolte. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est que, bon, évidemment, ce que je ne vous explique pas, c'est qu'il y avait une petite technique, c'était tous des bacs qui étaient reliés entre eux, qui étaient branchés sur un baril de 200 litres. Donc, ce que je leur demandais comme travail, c'était de remplir le baril une fois par 3 semaines, à peu près. Donc, c'était le travail qu'ils avaient à faire. Mais pour faire ça, ils devaient aller chez la voisine à côté parce que nous, on n'avait pas d'eau. Alors là, il y a un autre tabou, c'est qu'il faut sortir. Puis là, c'était des Italiens à côté. C'est en arrière, dans leur cour, c'est le potager, il y a tout ce que vous vouliez et plus encore. Et en avant, c'est des dalles, c'est du pavage blanc avec des lionceaux en semi-plastique. Avec évidemment la clôture en fer forgé qui a été transformée en aluminium blanc. Donc on est dans l'italien 100%. Et donc moi, je ramenais le potager en façade. Alors là, tout à coup, il y a vraiment une transgression. Donc double transgression. Triple transgression, il fallait sortir de chez nous pour aller emprunter le boyau de la voisine italienne pour remplir le baril. Alors, juste en faisant ça, ça a complètement changé le rapport des locataires entre eux parce que les deux locataires du premier étage ne se parlaient pas. Et là, tout à coup, ils se sont retrouvés un peu sur la place publique, dans le sens où tout le monde s'arrêtait pour demander qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que vous faites, parce que ce que je vous explique pas, vraiment, je suis habitué d'avoir des photos, c'est que j'avais installé des fils à pêche, j'avais mis des bacs en avant de la clôture en fer forgé, des fils à pêche qui rejoignaient le 2e étage. Et là, je faisais monter des haricots. Et à la blague, je disais, bon, c'est une course, vous pouvez miser sur celui que vous pensez qui va arriver le premier, etc. Donc, il y avait... Et donc, en arrière, j'ai installé une compostière. Bref, ça a complètement, non seulement changé la dynamique entre les locataires entre eux, ça a changé l'apparence du bloc, mais ça a changé la dynamique entre les locataires de ce bloc-là et tout le voisinage. Et l'hiver, qu'est-ce que je fais? Dans mes temps libres, la sculpture de neige. Et là, j'ai fait un immense gardien sur le trottoir, parce que le trottoir est assez large qu'il y a une zone qui n'est pas déneigée. Donc, il y a une immense bande de neige qui reste tout l'hiver. Et là, j'ai sculpté une immense sculpture de à peu près 7 pieds de haut. Et là, ça a été, encore une fois, tout le quartier au complet qui est venu voir, se poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Et ils en parlaient à leurs voisins. Et du coup, j'ai rencontré à peu près tout le quartier. Et c'est pour ça que je fais le parallèle entre l'agriculture urbaine et l'art. C'est-à-dire que moi, je le fais par plaisir, je le fais par nécessité. Mais j'ai tellement vu j'ai tellement eu de sourires
en échange et d'interactions humaines intéressantes, qu'une fois qu'on le fait, ça donne envie de continuer de le faire, ça devient comme une drogue. Et ça devient comme un stimuli, puis on voit toutes les possibilités. Il y en a énormément. On dit toujours, on ne peut pas jardiner en ville, il manque d'espace. Mais moi, de l'espace, il y en a partout. Tous les espaces communs sont des espaces gaspillés, perdus, inutilisés. Et quand quelqu'un s'approprie cet espace-là, il redevient disponible aux autres. Mais il y a une façon de le faire. Et je pense que c'est dans l'intention, c'est dans la façon de le faire qui fait la différence. Est-ce que tu as l'impression aussi, Noël, que tu es dans ta pratique, c'est plus nécessairement sur une espèce de transgression des habitudes ou des règlements, puis ça ratisse aussi un peu le monde autour, comme le jardin, comme de mettre des légumes dans la cour avant? Oui, totalement. En fait, ce qui est très intéressant quand on s'approprie l'espace public, c'est que justement, ça crée des rencontres avec les habitants d'un quartier autour d'un projet. Puis c'est ça qui est effectivement super stimulant, puis qui finalement crée un intérêt. Enfin, tu n'es pas tout seul comme artiste avec ton bidule, tu es vraiment en interaction avec les gens. À la limite, enfin, carrément, ils t'aident, ou c'est leurs idées aussi qui t'aident à construire ce que tu es en train de faire. Enfin, c'est vraiment un aller-retour. Puis donc, en fait, cette notion de proximité, nous on appelle vraiment, on dit vraiment, c'est une rencontre de proximité en fait qu'on crée avec le public de la rue. C'est vraiment stimulant. Et puis ça crée vraiment, je pense, fondamentalement, des espaces de vie commune. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'espaces de vie dans nos villes où les gens se rencontrent, où les gens vont se parler, ou même entre voisins. C'est vrai qu'on a de moins en moins tendance à aller rencontrer nos voisins. Et le travail qu'on fait redonne une dimension finalement humaine à nos villes, recrée des lieux de parole, d'échange, de rencontres. Et je pense que c'est vraiment fondamental à préserver. À part vos deux pratiques respectives, est-ce qu'il y a d'autres interventions qui vous semblent emblématiques de qu'est-ce que vous faites aussi qui nous permettraient d'élargir un peu? Est-ce qu'il y a des lieux, des actions qui ont été, que vous avez en mémoire à Montréal dans les dernières années qui illustreraient un peu ce dont on parle? Ben, moi, je pense par rapport à la Guerrilla Gardening, c'est le champ des possibles là, dans le Myland. Je ne sais pas si les gens dans la salle connaissent. Est-ce que vous connaissez ce projet-là à peu près? Vous avez entendu parler? Ben, en fait, c'est un terrain vague qui était une ancienne cour de triage qui est située à l'ouest des Carmélites, donc juste au nord du Myland, le long du chemin de fer. Et donc, c'est un lieu qui devait être converti pour qu'il y ait des garages municipaux, c'est ça? Hein? Ouais. C'est l'arrondissement qui avait racheté le site au CN, je pense. Au CP, c'est le CN qui est là. C'est le CP. Et en fait, c'est une artiste qui a fait le symbole rurique, qui est les trois cercles avec le rond rouge, qui était utilisé dans la Deuxième Guerre pour éviter que les bâtiments importants soient bombardés. Donc, ils mettaient ça sur les hôpitaux, sur les usines, pas les usines, mais les musées. Donc, c'était vraiment donc c'est un geste, un symbole très fort qu'elle a utilisé. Et donc, elle a fait un immense symbole de ruré pour attirer l'attention sur cet espace-là qui était utilisé beaucoup par les gens du Myland, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'espace vert dans le Myland. Mais c'est surtout un endroit pour aller promener les chiens, puis il y a beaucoup de gens qui allaient se piquer là, à l'héroïne dans ce coin-là aussi. Là. Il y a toutes sortes de choses qui se passaient. Et suite à son intervention, elle a vraiment suscité l'intérêt de la communauté artistique du Myland, qui est assez impliquée, c'est quand même assez tricoté serré dans ce coin-là. Donc, ils ont tout embarqué, puis là, ils ont créé un OSBL, et là, ils ont une entente avec l'arrondissement pour en faire une réserve de biodiversité. Un endroit où la nature est valorisée comme telle. Donc, ils ont réussi à faire un deal avec l'arrondissement pour éviter qu'ils coupent la friche. Donc, on a vraiment un champ. Et en échange, ils arrachent l'herbe à bout. Et donc, il y a toute une programmation artistique qui est prévue. Il y a toute une programmation scientifique. Il y a de l'observation de la biodiversité. Il y a énormément de couches d'intérêt de ce projet-là. Donc, je pense que c'est un peu l'idée poussée à son extrême, mais qui maintenant qui est rendue, parce qu'il y avait Projet Montréal qui était dans ce quartier-là, qui s'est institutionnalisé, puis qui est rendu vraiment comme un nouveau modèle urbain. Je trouve que c'est vraiment intéressant, personnellement. Moi, je pourrais parler de l'ATSA, je pensais à eux.
notamment avec le projet de la Banque ABA, qui était un projet donc, où on des fours, en fait, on mettait des chaussettes qui servent aux itinérants, puis après ils ont continué avec les états d'urgence. Voilà. Sinon, je pense à un projet en fait qui... parce qu'en fait, enfin, disons sinon, en théâtre de rue, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vraiment ont une pratique. Enfin, il y en a quand même quelques-unes, on n'est pas tout seul, mais on n'est pas très très nombreux. Donc, c'est clair que si j'ai une référence à donner, ce serait plutôt un des projets qu'on a mené. Brièvement, en fait, il s'agit d'un projet qui s'appelle Rousselot sur la Lune. Donc, c'était dans le cadre disons qu'on était invité à créer une action dans une partie de Villeray qui s'appelle Rousselot. Donc c'est une espèce de lotissement, mais c'est pas vraiment un lotissement, c'est un grand quadrilatère où il y a vraiment plusieurs types d'habitations. Donc il y a des HLM familles, il y a un bâtiment pour des personnes en réinsertion avec des handicaps mentaux, il y a des coopératives, il y a des petits condos de ville, donc c'est vraiment, et puis ce monde-là en fait cohabite, il y a 2 maisons de retraite, donc ces gens-là cohabitent ensemble mais sans vraiment se rencontrer, puis il y a beaucoup de tensions entre eux, donc nous on a créé un projet finalement sur 3 mois où on les prévenait, puis on les invitait finalement au décollage de Rousselot. Donc Rousselot partait sur la Lune au complet, enfin vraiment c'était un cratère qui se déployait là, à la place de Rousselot et on décollait tous ensemble. Donc toutes ces interventions étaient vraiment animées par des gens qui vivaient dans cet espace-là, plus par des interventions qu'on créait avec des différents personnages. Et on a investi tout ça finalement après dans l'espace public où tous les résidents sont venus assister au décollage. Donc on avait préparé un gros truc là-dessus et c'était vraiment, vraiment intense. Vraiment, ce serait très très chouette. Sinon, je pense aussi à un projet qu'avait monté Ilotopie, qui est une compagnie française de théâtre de rue. Et eux, ils avaient fait un projet en fait vraiment intéressant, où c'était à Marseille, je crois. Donc en fait, ils avaient dans un quartier vraiment extrêmement défavorisé et où la problématique était vraiment une problématique aussi de transport, c'est-à-dire que pour se rendre en ville, ces gens-là devaient prendre 3 autobus, c'était vraiment compliqué, donc ils étaient déjà, souvent en France, les banlieues sont vraiment ostracisées, le fait d'être en plus dans une politique ou dans une dynamique où il n'y a pas de transport, ça... Et bref, pendant quelques semaines, ils ont fait du transport, mais c'était en limousine, et ils ont créé tout un rapport avec les citoyens qui habitaient dans ce quartier-là, où ils étaient comme dans des hôtels de luxe finalement. Donc on leur ouvrait la porte le matin, enfin ils étaient les majordomes, ils sonnaient, leur apportaient le petit déjeuner, enfin c'est vraiment plein de trucs comme ça qui sont, ouais, qui m'inspirent. Mais j'essaie de comprendre dans vos interventions, qu'est-ce qui vous amène à intervenir à un endroit en particulier, parce qu'en fait vous transformez des lieux, vous commencez à transformer des lieux, qu'est-ce qui vous attire, ou qu'est-ce qui fait que vous atterrissez à un endroit plutôt qu'un autre? Est-ce que vous travaillez essentiellement sur invitation ou... On travaille beaucoup par invitation. On travaille aussi avec des projets que nous, on décide de mener de l'avant, dépendamment des contextes. Mais c'est sûr que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, je pense je parlais de théâtre social, ou c'est ça, c'est de créer des espèces de travailler autour de projets qui peuvent tout d'un coup créer de la vie, créer de la rencontre, finalement travailler à mieux-être, à mieux vivre. C'est vraiment ça qui nous anime et qui nous inspire. Fondamentalement, après, chaque projet prend son propre chemin, puis répond à différentes relations, questions qu'on veut mener à terme. Mais est-ce que vous êtes surtout dans des environnements où vous identifiez qu'il y a un problème, puis dans lequel vous êtes un... Pas forcément, en fait, on peut... on se retrouve des fois à poser des spectacles, vraiment, voilà, on nous invite et puis on va faire un spectacle, je sais pas, ça peut être autant sur la rue Sainte-Catherine puis souvent on travaille dans le cadre de festivals, donc ça aussi c'est autre chose, enfin, c'est un espace public, mais c'est un espace public quand même qui est encadré, où les gens s'attendent quand même à recevoir quelque chose. Puis il y a des espaces vraiment où les gens ne s'attendent pas, puis c'est vraiment de leur plein gré qui viennent. En fait, il y a vraiment différents types d'interventions qu'on mène, mais c'est vrai que celle où on travaille, et puis je pense que c'est là aussi où notre travail se rejoint,
c'est qu'il y a de nombreuses interventions en fait, qu'on crée aussi avec des communautés, aussi avec... et ça, c'est vraiment intéressant parce que ton travail, tu fais pas seulement c'est ça avec toi, mais il englobe d'autres mondes. Mais après, ça peut se faire exclusivement sur une rencontre fortuite au coin d'une rue. Les gens passent, ils voient une de nos interventions, puis ils attrapent ce qu'ils ont attrapé. Je continuerai un peu avec les mêmes questions pour toi, Simone, mais j'en profiterai pour vous dire, si vous voulez intervenir dans la discussion, on fonctionne un peu comme tantôt, donc vous avez seulement à vous asseoir. On a 2 micros, on passe les micros, puis on continue comme ça jusqu'à 1h15. Je vois que Joël était tiré par l'invitation. Juste poser ma question à Ismaël. Oui. Mais en fait, je vais juste continuer un peu sur le même thème, parce que je me demandais dans quelle mesure ce que tu faisais était aussi motivé, en fait, soit par des invitations, par des institutions, par des occasions créées par des institutions, ou carrément, c'était les séries de problèmes à résoudre qui t'amenaient à intervenir. Tu te ramassais à agir un peu comme une espèce de médecin, le médecin de la ville là, qui faisait des interventions curatives. En fait, c'était intéressant comme question. Dans mon cas, ce qui est particulier, c'est que, bon, moi, mon slogan, c'est un peu « Je fais pour vous des jardins et de vous des jardiniers ». Donc, dans cette idée-là, il y a une bonne partie de mon travail, en fait, qui passe par la parole. Donc, je fais beaucoup de conférences, j'interviens dans des colloques, des choses comme ça. Et de quoi je parle? En fait, habituellement, j'improvise sur des images, comme je disais, de ma vie personnelle. Donc, je ne le fais pas... Oui, c'est sûr que là-dedans, il y a des projets qui sont financés, puis il y a du travail professionnel, mais je trouve que là où je suis plus pertinent, c'est quand je parle de ce que je fais moi-même. Parce que souvent, les gens, ils disent « Ah oui, lui, il fait ça dans le cadre de son travail, c'est super intéressant, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. » Donc, pour jouer le rôle finalement, de facilitateur, ou pour encourager les gens à passer à l'action, je parle des actions que moi, je fais comme moi, individu, non comme architecte paysagiste. Et je mélange, c'est comme s'il n'y a plus de... C'est la zone est floue entre les deux. Puis je voudrais juste mentionner l'expérience la plus incroyable que j'ai vécue. Il y a un hiver, j'ai décidé de faire une sculpture en plein milieu du carré Saint-Louis. Alors c'est un endroit qui... Puis là, tu passes la journée au complet. Et c'est là que tu te rends compte que la trajectoire des gens, il y a des gens qui passent 40 fois par jour. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Puis en tout cas, c'est fantastique ce qu'on découvre en étant toute la journée au même endroit dans un parc. Et le plus incroyable, c'est que, évidemment, là, les gens ils se posent des questions, mais vous travaillez pour qui? Pourquoi vous faites ça? Mais c'est incroyable. Alors là, c'est vraiment la surprise. Les gens sont étonnés que je fasse ça pour rien. Je ne suis pas payé, j'appartiens à aucun organisme, je suis complètement inclassable. Et ça les déroute complètement. Mais le plus amusant de cette expérience-là, évidemment, il y a énormément de sourires, c'est très agréable, c'est très, comment je peux dire, c'est une expérience incroyable d'être la personne qui reçoit tout ce bonheur, finalement, parce que c'est du bonheur là, en petite dose qu'on partage directement dans le présent. Mais le plus frappant, c'est quand je quitte pour aller prendre un café ou aller manger. Quand je reviens, je ne suis plus l'auteur. Personne ne sait qui a fait ça. Il n'y a pas de nom. C'est pas indiqué. Alors, moi, je me retrouve autour de la sculpture. Il y a des gens qui prennent des photos, ils sont là, mais ils ne savent pas que c'est moi. Et donc, ça crée une espèce de sentiment où tu te retrouves devant ton œuvre qui n'est même pas achevée. Tu interagis avec les gens, mais il n'y a même plus de distinction entre qui est l'artiste, qui est le spectateur, qui est le passant. Et donc, les limites sont complètement flottantes. Si tu la continues, ils vont penser que tu es en train de voler le travail de quelqu'un d'autre. Exactement. Et ce qui est particulier, c'est que la sculpture est restée une semaine. Je pense que je l'ai finie le lundi. Elle est restée une semaine. Puis le vendredi, bon, avec les boissons et tout, il y a quelqu'un qui a coupé la tête. Là, c'était une Vénus, c'était ma Vénus. Elle s'est ramassée en tas. Mais quand même, à chaque jour, j'allais la visiter pour voir. J'étais toujours surpris de la retrouver encore vivante. En tout cas, c'est une expérience incroyable. Il y a un point qui vaut la peine d'être souligné, qui est un autre fil conducteur entre vos deux pratiques. Il y a quelque chose de la vie quotidienne aussi. Les deux, en fait, toi, tu t'ancres vraiment dans la vie quotidienne, puis même pour en parler, puis pour construire. Puis Toxic Trottoir essaie de s'ancrer le plus possible dans la vie quotidienne, mais davantage de la vie quotidienne des autres, de trouver des vies quotidiennes dans lesquelles aller
aller s'installer puis à partir de déjà le construire. Mais c'est intéressant que ça soit comme ce rapport-là à la vie quotidienne soit une source aussi de déplacement aussi, puis d'ambiguïté qui vous amène hors des lieux habituels, vers d'autres personnes, à l'extérieur des lieux dédiés aussi à la pratique. Joël, je te passerai le micro, si tu veux. Oui, oui. Ce que je voulais juste ajouter, en fait, c'est que ce qui est commun aussi, c'est vraiment qu'il y a un désir de transformation, en fait, de l'espace. Et c'est vrai qu'autant avec ce que tu fais que nous, avec ce qu'on fait, je trouve qu'on réinjecte finalement de l'imaginaire dans la ville, on réinjecte d'autres façons de la percevoir, d'autres façons de la sentir, d'autres façons de la vivre. Avec ta sculpture, c'est exactement ça. Tout d'un coup, les gens, ils ont une autre préhension de leur univers. Puis ce qui est intéressant, pour revenir à ce que tu disais, c'est que c'est vraiment dans l'univers du quotidien. Donc c'est vraiment l'univers qu'on côtoie tous les jours, dans lequel on fait ces fameux allers-retours. Si je peux me permettre, en fait, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, mais à la fois qui me fait penser, intéressant de ce que vous décrivez, c'est que dans les deux cas, vous n'enlevez rien à personne, en fait, parce que l'utilisation que vous faites du domaine public, de l'espace public, ajoute quelque chose, mais n'enlève rien vraiment à qui que ce soit. Mais il y a des pratiques créatives d'appropriation du territoire qui, de par leur existence, poussent quelque chose d'autre, ou ne permettent pas quelque chose d'autre d'exister. Et je me pose la question, il y a plusieurs exemples. Si on prend par exemple l'exemple du skateboard. Moi, c'est une pratique que c'est pas une pratique dont je suis je ne pratique pas le skateboard, mais je sais qu'il y a dans cette culture-là aussi le besoin d'occuper des espaces qui ne sont pas fabriqués pour ça, parce que c'est pas intéressant d'aller dans un skatepark et de rester là, évidemment. L'idée, c'est justement de se confronter à d'autres formes. Mais il y a des cas probants où, quand il y a il y a comme un point tournant dans un espace public, où quand il y a beaucoup de gens qui pratiquent le skateboard, les autres utilisateurs s'en vont, disparaissent. Les enfants en particulier, mais ça se passe. Ce scénario peut se répéter de toutes sortes de manières quand des adolescents vont dans un parc d'enfants, quand il y a toutes sortes de manières où quand, par exemple, c'est possible que des communautés fassent des barbecues dans une partie du parc en Grignon qui est utilisée autrement par d'autres gens auparavant. Et je me pose la question, c'est qu'à Montréal, on dirait que justement parce que le domaine public appartient à personne, on a l'impression que on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, les gens se l'approprient, on voit des choses derrière nous, on voit un parc le long du chemin de fer, il y a toutes sortes de gestes qui se font. Mais là, je pense, pour faire boucler la boucle, si je pense par exemple au conflit étudiant, dont on va parler dans quelques instants, mais où j'ai l'impression que l'utilisation qu'on a fait avec les casseroles et avec les manifestations du domaine public, une utilisation qui est beaucoup plus... comment dire, qui imposait une sorte de règles de comment être dans l'espace. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de jardinage, quand on parle d'art de rue, on parle d'interventions qui finalement plaisent, ajoutent, enrichissent l'environnement. Et comment est-ce qu'on peut concevoir des interventions qui sont importantes, comme les manifestations, comme les barbecues, comme le skateboard, comme plein d'autres choses, mais qui peut-être enlèvent quelque chose de quelqu'un, et à quel moment est-ce qu'il doit avoir un arbitre là-dedans? C'est peut-être ça. Je sais, là, je semble être urbaniste qui veut justifier son existence. Quelqu'un arbitre. Mais c'est pas ça, mais c'est parce que, mais honnêtement, moi j'ai perçu des dérapages, puis je parle pas seulement du conflit étudiant, je parle de plein d'autres choses qui se sont produites, où je me suis posé la question, est-ce qu'à un moment donné, à Montréal, on a toujours, je pense, un équilibre relativement harmonieux entre les différents usages qu'on fait du domaine public. Est-ce qu'il y a un moment donné où cet équilibre-là penche trop d'un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'il est nécessaire que quelqu'un dise quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait se faire, parce que c'est nous les citoyens qui devrions interpeller d'autres citoyens qu'on trouve que peut-être ils prennent trop de place? J'essaie de comprendre comment ça se fait, cette intermédiation-là, finalement, entre les différentes manières dont on veut occuper l'espace, et ce besoin-là, je pense qu'il est ressenti et il est exprimé de plus en plus. Donc, je pense que c'est un conflit. Ce genre de conflit-là, si la tendance se maintient, il va en avoir de plus en plus des conflits par rapport à l'utilisation créative ou non, disons, formelle de l'espace. Peut-être ouais, ben allez-y, mais la première chose qui me passe par la tête, mais vous réagirez en général, mais est-ce qu'il y a vraiment un équilibre aussi, si tu fais référence à un équilibre, je ne sais pas exactement de quel équilibre tu parles, mais tu reviendras après. OK. Enfin, disons que j'ai pas toutes les réponses, mais je trouve quand même qu'à Montréal, on vit dans un climat relativement serein et harmonieux.
Mais après, bon, effectivement, enfin, il y a des actions qui peuvent être nuisibles pour d'autres personnes. Et puis, enfin, moi je trouve que bon, l'équilibre peut se trouver. Effectivement, tu peux très bien devenir un médiateur, puis demander à du monde de se pousser s'il dérange. Puis ça nous est arrivé. Puis on obtempère en général, surtout quand c'est la police. Mais une des problématiques, c'est justement celle-là. C'est que, enfin, moi je le vis pas tout à fait de la même. Enfin, disons que ça me ramène à me dire quand même que nous, dans notre pratique, ce qu'on vit le plus souvent, c'est vraiment des interdits, beaucoup plus qu'une relative admissibilité, c'est ça, ou admission à utiliser l'espace public. Donc, par exemple, en ce qui concerne la ville de Montréal, on ne peut faire aucun accrochage sur aucune structure urbaine. Donc déjà, je veux dire, ça limite pas mal le nombre d'interventions que tu peux faire. Mais je parle là d'un fanion, de n'importe quoi. On peut, je ne sais pas, même utiliser les bacs à fleurs, notamment qui étaient vides. C'était de la terre pour, je sais pas, créer une intervention à l'intérieur. C'est quelque chose qui nous a été refusé. Il y a énormément de contraintes où moi j'ai l'impression justement que l'espace public il est super institutionnalisé, super réglementé. Je veux dire, il faut toujours compter avec ce que va dire la police, ce que va dire les pompiers, ce que vont dire l'arrondissement ou le fonctionnaire qui s'occupe d'événementiel. Enfin, vraiment, c'est comme une... Par exemple, pour le festival, nous, quand on a commencé à vouloir créer le festival à Montréal, puis on en a parlé à d'autres programmateurs qui ont d'autres festivals ailleurs, ils nous ont tous regardés mais en disant « mais vous êtes complètement folle, mais à Montréal, mais vous allez vous prendre la tête totalement parce que c'est surréglementé, vous n'aurez le droit de rien faire ». Et franchement, on se retrouve, pas avec la possibilité de rien faire, mais cette année, par exemple, pour le festival, on est allé vraiment dans un espace où on allait rencontrer l'espace public, mais aussi l'espace privé, pour pouvoir en faire un peu plus, justement. Donc, finalement, c'est ça, on a déménagé à Angus l'événement. C'est intéressant parce que vous retrouvez à bricoler aussi dans les interstices, puis à faire, à jouer dans le fond dans les espaces oubliés aussi, ou dans les trous du règlement. Là. Vous êtes dans un environnement qui est ultra réglementé. Ben, il y a des oublis, il y a des qui ont oublié de préciser qu'on n'avait pas le droit de faire quelque chose. Voilà, on est délinquante, hein, je veux dire. Des fois, vous faites des choses pas correctes. Ouais. C'est aussi absurde que quelque part, je sais pas, sur un des événements, en fait, on a fait une bataille de confettis. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est complètement interdit, strictement interdit, de balancer du confetti sur l'espace public. Donc quand tu fais une bataille de confetti où tu as 400 sacs qui se déchirent et où le monde finalement c'était trop beau parce que les gamins faisaient les anges dans les confettis, enfin, ouais, comme... C'est extra quoi de vivre ça, mais on est totalement illégal quoi. Mais j'ai besoin d'un éclairage parce que de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un moment où il y a une multiplication de toutes sortes de manifestations extérieures, puis il y a une demande, toutes les piétonisations de rue exigent leur animalité. À Montréal, on a de la misère à fermer une rue 2 jours sans inviter des gens qui vont jouer de la musique, puis faire de la danse en ligne. Il faut qu'il se passe, on a comme besoin on programme beaucoup. Donc, est-ce que, ça c'est une partie de l'évolution récente, une chose qui est assez frappante à Montréal, est-ce que cette espèce de pactage culturel total de la ville crée plein d'opportunités dans lesquelles vous pouvez faire des choses qui sont intéressantes? Est-ce que ça fait partie de... Comment vous êtes capable de récupérer ça, au fond? C'est quoi ces nouvelles institutions-là qui apparaissent, les nouveaux lieux de position culturelle qui apparaissent dans les institutions, Ben, honnêtement, en fait, c'est nous, on a toujours un discours entre, puis au sein de notre pratique, entre animation et puis théâtre de rue, où en fait la limite est super floue, même pour nous des fois. C'est quand est-ce qu'on produit quelque chose qui est justement animatoire, qui est juste là comme... Tu sais, des fois on a l'impression d'être des décors ambulants quoi, dans la ville. Enfin, c'est pas forcément une position qui nous rend... super à l'aise artistiquement. Puis quand est-ce que artistiquement, justement, on a l'impression que notre démarche a du sens, que, ok, on est en train de créer une réflexion, d'amener un imaginaire, donc en fait, nous, c'est sûr qu'on utilise ces espaces où on nous invite, parce qu'en même temps, c'est comme ça qu'on peut gagner notre vie, puis qu'on peut continuer à vivre de notre pratique. Donc on est aussi coincé. Mais ce que je dirais qui est... Enfin,
enfin, moi je pense que c'est aussi tranquillement par l'accueil de ces formes-là, mais artistiques entre guillemets. Je pense pas juste au théâtre, que tranquillement peut-être on pourra voir émerger des projets qui peuvent aller de plus en plus loin finalement dans leur démarche, puis dans leur façon d'être. Parce que c'est ça, des fois, c'est sûr que le théâtre de rue, il y a vraiment un aspect populaire, c'est clair qu'on essaie vraiment de rejoindre un maximum de personnes, parce qu'on est vraiment dans une rencontre immédiate, et puis si on veut garder notre monde, donc c'est sûr qu'on travaille notamment beaucoup avec le burlesque, je disais je suis clown, mais on travaille beaucoup avec... mais on en discutait tout à l'heure, il peut y avoir d'autres formes, vraiment, où... ça peut être tragique, le théâtre de rue. Mais pour l'instant, ce n'est pas des choses qu'on voit émerger, parce qu'effectivement, on est dans une culture de l'événementiel beaucoup plus que dans une... Enfin, voilà. Mais beaucoup plus, on est souvent dans une culture événementielle. Ça pourrait être un point de départ fertile à partir duquel il y a comme une autre tradition là, qui peut se construire à partir de ça. Oui, et qui existe déjà, qui existe déjà ailleurs, mais ici, et puis même ici, mais faut il y a du travail encore pour émerger. Ismaël, est-ce que tu as l'impression, toi, que le guerrilla gardening est en train de se faire institutionnaliser? Est-ce qu'il y a un risque de phagocytage tranquille de ce mouvement-là? Ben, je pense qu'il y a différentes formes. Il y a toute une échelle. Là. Il y a le guerrilla gardening de ma tante qu'on appelle, les plantations des carrés d'arbres qui sont encouragées par les écoquartiers. Donc là, c'est une pratique qui a pris une tendance qui est très positive, que tout le monde souhaite, qui même c'est encouragé par les arrondissements. Et d'un autre côté, ben, tu as des projets comme justement la Chambre des possibles, où là, c'est carrément une autre démarche, que là, c'est de bloquer la volonté d'un arrondissement de développer quelque chose. Donc là, c'est carrément, là, on est dans une guerre. Là, c'était vraiment une approche de guerre. Et au début, il y avait beaucoup de... Ça commençait avec Hélène Fotopoulos, qui était la maire. Et là, au début, c'était vraiment un conflit avec l'arrondissement, qui s'est transformé en partenariat quand le projet Montréal a été élu. Mais pour revenir à la question des chevauchements d'utilisation, moi, la façon que je le vois, en tout cas, c'est plutôt cyclique. Puis je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un bar a telle clientèle? Qu'est-ce qui fait? Si moi, je décidais d'ouvrir un commerce, un bar, ou une taverne, ou un restaurant, ce serait quoi la clientèle qui viendrait remplir le vide que j'ai créé? Et c'est très particulier parce que ça évolue et c'est très aléatoire. Et je ne sais pas, j'ai pas l'explication, mais d'après moi, c'est cyclique et il y a un tasse l'autre. Et c'est rare qu'ils vont s'accumuler un par-dessus l'autre. C'est un peu normal. C'est comme quand on circule sur le trottoir. On s'évite mutuellement. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans l'utilisation des espaces publics. C'est-à-dire que quand les skaters prennent un espace, ben, les personnes âgées ne vont pas le prendre. Ils vont aller ailleurs, naturellement. Et quand eux, ils se tendent dans cet espace-là, ben, l'espace va être repris par d'autres usages ou d'autres fonctions. Mais, et des fois, comme j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, il y a un parc pour enfants dans le Myland qui est super utilisé. Il y a plein de familles, plein d'enfants. Puis il y a des jeunes qui faisaient du freestyle en vélo. Bien là, il y a une mère qui est venue leur dire non, vous n'avez pas d'affaires ici. Puis elle les a carrément chassés du parc. Donc, je pense que... Puis c'est un peu la même chose avec les tam-tams. Tu sais, à un moment donné, c'était Cocache Mescaline qui criait à grandeur, puis il y avait des barbecues. On avait l'impression que le Montréal était en feu. Puis là, la police est arrivée, on fait le ménage, puis ça a carrément changé l'événement. Mais il n'y avait pas le choix. Là, il était allé trop loin. Puis c'était la même chose au Carré Saint-Louis. Puis il y a plein d'endroits comme ça que on étire l'élastique jusqu'à temps qu'il pète. Mais c'est ça, en fait, qui me questionne, en tout cas, moi qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que c'est ça notre mode de gestion à Montréal. On laisse les choses aller, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de demander un permis, à part pour Spectra, il y en a qui ont tous les permis qu'ils veulent, qui accrochent tout ce qu'ils veulent. C'est très difficile de faire quoi que ce soit sur le domaine public, je le sais, parce que pendant le marché à la région, on a eu la mairesse de l'arrondissement, Direct Perrin, qui a dit vous couchez dans tel parc, ça va aller. Mais là, il fallait avoir un avenant d'assurance qui coûtait 500$ pour passer 8 heures, 3 temps dans un parc. C'était complètement absurde. Puis ce qu'ils nous demandaient d'être insuré pour 3 millions de dollars pour coucher entre 3 arbres. Je veux dire,
c'est des choses hallucinantes comme ça. Mais bon, Mais déjà, vous avez donné l'autorisation pour dormir dans le parc. Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement. Mais dans la réalité, la plupart des Montréalais qui s'approprient le font illégalement, parce qu'il y a énormément d'utilisations illégales qui sont tolérées. Puis ça, c'est Montréal. On tolère jusqu'à ce que l'élastique soit prêt de péter. C'est vrai, je me souviens de l'époque du tam-tam, vers 2001-2002, où c'était rendu vraiment un free-for-all. Avant qu'ils mettent les lumières, puis il y avait des graffitis partout sur les statues. Mais c'est ça, en fait, que je me questionne. J'ai l'impression que c'est... On voit un peu l'exemple. Le Square Vigée, puis ce qui entoure au Square Vigée, c'est un peu la même chose. On a laissé ça de se détériorer à un tel point que là, c'est devenu nécessaire que la police arrive, puis quasiment chasse les gens avec les boyaux d'arrosage. Puis est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de... Puis c'est là que je veux dire, je ne dis pas qu'il y a un équilibre, qu'il y a un équilibre. Il y a peut-être des équilibres, mais qu'on ait des espaces qui puissent être occupés par plusieurs clientèles à la fois. Puis là, pour revenir, juste un exemple, à la programmation, moi, Émile Gamelin, ça ne me choque pas qu'il y ait du street food, puis ça ne me choque pas qu'il y ait des concerts, parce que c'est pour ceux qui sont allés cet été, je n'ai jamais vu la place Émile Gamelin aussi diversifiée qu'elle l'a été cet été. Il y avait des travailleurs de l'UQAM, des étudiants, des professeurs, il y a la même clientèle habituelle, très, très éclatée de la place Émile Gamelin, et c'était, honnêtement, beaucoup plus, je pense, harmonieux. Est-ce que l'harmonie, c'est ce qu'on veut? Ça, c'est une autre question. Mais il y avait une diversité de gens, et chacun pouvait s'adonner à ses activités, dormir au soleil ou dans une des caniveaux, ou alors manger ou écouter de la musique. Et c'est ça que j'essaie de poser comme question. La programmation, c'est le bon ton de dire, ah oui, il faut laisser les choses, pas les programmer, mais en même temps, la programmation peut-être permet parfois de créer une sorte d'ouverture pour qu'une diversité de gens se rencontrent. Parce que la succession écologique, c'est intéressant comme idée, mais les skaters, les personnages vont venir après, mais je ne sais pas si c'est un modèle. Je me dis, est-ce que c'est soutenable comme manière de gérer notre espace commun, notre espace public, notre domaine public? Je pense, je n'ajouterais pas, mais je pense que c'est le résultat d'une non-gestion. Oui. C'est carrément ça. Anna, je vais donner la parole, mais en fait, je voulais juste ouvrir sur une autre question qui peut s'ajouter, en fait, qui s'ajoute à ces questions-là. D'un côté, on voit la multiplication des occasions d'intervention par différentes institutions. Mais de l'autre côté, on en a parlé un peu, il y a toutes sortes de transformations, il y a des nouvelles frontières, on dirait qu'il s'ouvrent des nouvelles enclaves qui se créent. On a parlé de la banlieue beaucoup en avant-midi aussi, où il y a des nouveaux territoires montréalais qui apparaissent, puis pendant ce temps-là, il y a d'autres territoires montréalais qui vieillissent, qui s'effondrent. Donc, il y a toutes sortes En fait, la ville se transforme. Est-ce que vous avez l'impression que ces pratiques-là suivent la transformation de la ville, puis accompagnent, sont là dans ces nouveaux territoires-là, ou qui accompagnent l'évolution de ces territoires-là, où ils restent campés dans certains univers très traditionnels de quartiers centraux cultivés? Il y avait Alana qui voulait parler, puis après Boris, puis je reviendrai à vous. Moi, c'était en réponse à Joël. Oui. Donc, mais je pense qu'une partie du problème, c'est la manière que les espaces sont planifiés du départ. J'ai l'impression que souvent, il y a quelqu'un qui dit, bon, c'est quoi les actions qu'on veut avoir dans telle place? On ne pense pas nécessairement à toute la population, incluant les enfants, les adolescents, les bonhommes en cravate sur l'heure du midi, les personnes âgées, les animaux, les chiens, etc. On choisit peut-être juste une fraction de la population qui serait représentée dans la programmation du lieu. Mais il y a d'autres manières de planifier, et ce qui me vient en tête, c'est que j'ai passé un peu de temps à Berlin cet été, puis il y a l'aéroport Tempelhof, que tu as l'air de connaître, mais ils font une planification par intérim, je pense qu'ils l'appellent. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un aéroport qui est abandonné, puis les gens l'approprient comme ils veulent. Fait que là, en ce moment, ça fait je pense 4 ans que c'est pas vraiment planifié. Il y a des jardins collectifs qui sont émergés. Il y a une sorte de golf artistique. Il y a des gens qui font du skate et du vélo sur les anciennes pistes d'atterrissage pour les avions. Il y a une place pour la conservation des oiseaux qui font leur nid à terre. Donc, il y a plein d'usages qui émergent spontanément. Et l'idée avec la planification là-bas, c'est qu'ils vont prendre en compte les usages spontanés quand ils vont faire une planification plus organisée, éventuellement, pour pouvoir faire de la construction, etc., aussi dans la même place. Donc, à Montréal, l'exemple que vous avez mentionné avec le champ des possibles, ça rentre un peu dans le
même si ça n'a pas été fait comme par exprès, je pense que le fait qu'il y a eu des jardins, guerrilla gardening là-bas, ça va influencer la manière que c'est utilisé. Je pense qu'il y a aussi, j'ai déjà entendu dire qu'il y a un projet similaire proposé pour l'hippodrome, donc à suivre. Boris? Merci. Je voudrais répondre à ton questionnement, Joël, concernant les différentes méthodes et pratiques liées à la possibilité de transgresser, de franchir ces obstacles imposés par les institutions officielles. Vous avez mentionné l'exemple de l'ATSA, et ça c'est très représentatif comme méthode. Parce qu'au début, leurs premières actions, et plus précisément l'action devant le musée d'art contemporain, ou à l'occasion de l'exposition, on dirait officielle, franchement bourgeoise, d'après son allure, qui était l'exposition de l'amour et du romantisme, quelque chose comme ça. Et l'ATSA a fait, le jour de vernissage, une installation du misère et de la pauvreté, quelque chose de genre, devant l'entrée du musée, ce qui était absolument illégitime en ce qui concerne les pratiques imposées par la ville de Montréal. Mais là, ils ont utilisé quand même un moyen très répandu pour les artistes contemporains. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont invité les médias. Et là où c'est médiatisé, donc c'est légitimé tout de suite. Et là où il y a le Radio-Canada, d'autres choses, tout de suite ça devient un acte, un geste en art contemporain. Quand même on peut se souvenir des pratiques des années 60, 70, de ce groupe qui gravitait autrefois autour de Serge Lemoine, Semin A, Zermatt et d'autres groupements artistiques qui s'emparaient de diverses manières de Montréal, de divers quartiers, de petits cafés pour pour intervenir dans la ville. Mais maintenant, on voit aussi cet grandissement de cet actionnisme politique qui se déroule par exemple en Russie. L'action de Poussira était la plus médiatisée, mais ce n'est pas un seul exemple où les artistes transgressent les normes permises. Et c'est justement par cette transgression que l'art peut se réaliser. Et peut-être on va directement passer vers ce qui s'est passé pendant les grèves, le mouvement d'étudiants, parce que là, on a vu plusieurs formes de cet art qui est peut-être qui devient de plus en plus avant-gardiste. L'avant-garde revient dans les rues de Montréal. Nous, en fait, on fait partie d'un tas de concertation de quartier autour des enjeux culturels dans le quartier Rosemont. Et en fait, je pense que pour répondre à ton questionnement de comment cohabiter, puis nous, c'est aussi, on essaie de répondre aussi à la question de comment faire vivre la culture dans Rosemont. En fait, donc, on a créé plusieurs comités, puis il y a quand même une centaine de personnes qui se sont joints à cette réflexion, d'artistes, de citoyens. Il y avait un comité sur l'espace public notamment, ou alors on a maintenant une très grande liste d'épiceries sur tout ce qu'on pourrait faire pour faire cohabiter, pour habiter l'espace public de façon plus créative et puis plus spontanée, etc., etc. Mais en fait, ce que je voulais noter précisément, c'est que nous, en tout cas, on attend beaucoup de la notion qui est comme mise en chantier quelque part à la ville de Montréal autour des quartiers culturels. Donc c'est sûr que Culture Montréal pousse énormément suite à ce gros éléphant qui est notre quartier des spectacles, à ce qu'il y ait d'autres initiatives culturelles qui puissent naître ailleurs dans Montréal. Et ça, je pense que c'est vraiment comme une première ligne, une première pour qu'il y ait d'autres choses qui se passent, puis que justement il y ait aussi une réflexion. Enfin, nous, c'est ça qu'on essaye de mener aussi, c'est qu'il y ait une réflexion comme
en amont finalement qui est collective, avant qu'il y ait des décideurs finalement qui se disent bon ça peut se faire, ça peut pas se faire, puis comment ça peut se faire. Mais on essaie voilà, de créer déjà un chantier sur nous, ce qu'on aimerait en tout cas qu'il puisse se faire. Est-ce que c'est un peu ça l'avenir aussi de ces pratiques-là, c'est-à-dire qu'ils réussissent à s'organiser, puis à se... Plutôt que de bricoler sur les permissions qu'ils sont capables d'arracher, puis sur les occasions qui sont offertes par les foires, événements, fermetures de rue, de réussir, dans le fond, à construire une réflexion suffisamment forte que ça soit comme un mouvement en soi. Ben, moi, je pense en tout cas que cette initiative, elle a été vraiment porteuse, ne serait-ce que parce que l'arrondissement se retrouve à la table, voilà, cette table de concertation. Donc déjà, ben, d'avoir du politique, enfin, c'est une fonctionnaire qui est à notre table, c'est pas encore le politique, mais au moins c'est quelqu'un qui fait partie de l'arrondissement, qui est avec nous, qui écoute, voilà, qui elle-même peut apporter finalement la sauce au schpinblick. C'est déjà comme... mais c'est déjà vraiment une grande avancée, quoi, d'avoir une écoute... Donc, ouais, enfin, moi je pense qu'en tout cas c'est une des avenues possibles, et sûrement que... Enfin, je sais qu'en tout cas cette initiative intéresse énormément le milieu culturel montréalais, parce que finalement je pense qu'on est une des seules tables de concertation où sur cette table-là, bah, il y a des artistes, mais il y a aussi, c'est ça, du privé, il y a aussi l'arrondissement, il y a aussi d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs économiques, etc., enfin, qui ne sont pas juste, mais qui ont la même réflexion sur ce qu'on peut faire culturellement à Montréal. Ismaël, c'est quoi l'avenir du jardinage sauvage, comme on l'appelait, aux guerrilla gardening? Comment tu vois que ça passe? Comment ça accompagne les transformations de l'espace, les nouvelles institutions qui arrivent? Moi, je ne le vois pas tant en termes de transformation d'espace qu'en termes de transformation de culture, de façon de vivre en ville. Et j'ai vraiment vu cette... Puis là, justement, la parallèle avec la grève étudiante est super intéressant. C'est que j'ai remarqué, moi, ça fait au moins 10 ans qu'à chaque année, il y a 3 carrés d'arbres où il n'y a pas d'arbres sur ma rue que je plante, avec des cadenas qui sont des grosses plantes tropicales d'à peu près 7 pieds d'eau. Bref, ça prend la moitié du trottoir. Et ça a toujours servi un peu comme mon laboratoire. Moi, j'ai jamais voulu mettre de petites clôtures et d'affichettes qui disent « Attention, ceci est un jardin ». Et pour moi, ça faisait partie... J'ai toujours essayé de trouver la façon de le faire pour que les gens le respectent sans que j'ai besoin d'intervenir, d'entretenir, de ramasser les dégâts et tout ça. Évidemment, au début, c'était pas très... Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer, là. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours à la blague, si vous donnez un sac poubelle à quelqu'un à l'aveuglette le matin, avant que le cerveau soit bien réchauffé, il va instinctivement mettre le sac poubelle directement sur une plante, même s'il est dans une mer de béton. On choisit toujours le bord de l'arbre, l'endroit où il y a de la vie pour mettre notre sac poubelle. C'est systématique, c'est particulier, vous remarquerez. Et bref, et cette année, en fait, depuis l'année passée, mais en fait, c'est que les gens, ils m'ont vu. Moi, j'habite dans le quartier portugais. Les Portugais sont très jardiniers, mais ils jardinent chez eux. Ils ne jardinent pas en façade, ils sont toujours en arrière-cour, cachés. Et cette année, il y a peut-être des nouveaux locataires sur la rue, mais il y a une voisine qui a planté autour du lampadaire. Donc, elle est venue carrément mettre un petit peu de terre dans la craque qu'il y avait entre le béton de l'asphalte et l'armature du lampadaire. Elle a planté des coléus autour, donc elle venait religieusement arroser. Puis un petit peu plus loin, il y avait une autre intervention. Donc je pense que cette année, il y a eu la consultation sur l'agriculture urbaine. Donc ça a vraiment, moi je peux dire, ça a un peu démarginalisé l'agriculture urbaine. Donc maintenant, les gens se sentent autorisés de le faire. Donc c'est sûr que ça va aller en croissance. Plus des réussites comme le projet du champ des possibles. Et je pense que ça fait partie d'une nouvelle culture. C'est pas nécessairement lié à l'agriculture, mais c'est vraiment lié à la culture urbaine montréalaise. Et je pense que, à mon avis, c'est irréversible. On ne reviendra plus à l'époque d'avoir de nos parcs fonctionnalistes de terrain de baseball. Là. Ça, c'est fini, cette période-là. Des parcs totalement vides, totalement inintéressants, inutilisés, ça n'existera plus, parce qu'il y aura plus de monde, il y aura plus de besoins, puis il y aura plus de créativité, puis les gens vont oser faire ce qu'ils n'osaient pas faire avant. Ça, c'est la promesse la plus enthousiasmante que j'en ai entendue. Joël, tu voulais dire quelque chose à la messe que tu avais aussi, non? Bon, ben, c'est un peu plate, parce que je ne veux pas juste repasser sur
le même thème à chaque fois, mais se sentir autorisé de faire plus, c'est évidemment, c'est jardiner, mais c'est aussi tes adolescents de 16-17 ans, de fumer des joints, puis en buvant en groupe de 30 dans un parc. C'est que ça va dans toutes les directions. En fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que je sens la même chose que toi. Je remarque que les Montréalais se sentent autorisés à faire plus de choses dans l'espace public. On voit, c'est soit ça, les cabanes d'oiseaux, le tricotage autour du mobilier urbain. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais il y a aussi des gens qui écoutent de la musique sur le téléphone cellulaire dans l'autobus. Il y a aussi toutes sortes d'autres choses. C'est la manifestation de la même chose? Oui, pour moi ça jaillit de la même source. Il y a une sorte de besoin d'être dans l'espace public. C'est comme si on s'était éveillé à ce que cet espace-là puisse être utilisé pour l'expression peut-être d'une sorte d'individualité ou de valeur, d'aspiration. Enfin, moi, je vois que les gens projettent différentes choses dans l'espace public, mais que se sentir autorisé à faire, c'est pas juste à planter des graines autour d'un lampadaire, c'est toutes sortes d'autres choses aussi. J'ai hâte de voir. Est-ce que c'est possible que là où il y a des plantes, il y ait moins de graffiti? C'est fort possible. En fait, ça serait pas surprenant. Mais je me pose la question comment ces choses-là, finalement, s'agencent. Moi, je pense qu'on est dans une période de rattrapage, dans le sens où on était tellement loin de s'approprier notre ville qu'on est loin des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore rendu au conflit. Peut-être, effectivement, si on imagine que ça va évoluer comme ça, sans limite, effectivement, on arrive à des conflits potentiels. Mais je pense qu'on est loin de ça. Et je pense que la culture montréalaise, moi, je suis toujours surpris de voir le contraste entre l'aberration de notre aménagement et la culture des gens. Est-ce qu'il y a une ville dans le monde où les peuples sont aussi... Il y a des peuples qui saillissent mutuellement depuis des siècles, des millénaires, sont aussi pacifiés qu'à Montréal, où les femmes peuvent se promener quand même relativement librement sans se faire harceler dans la rue. J'en connais pas beaucoup de villes qui sont aussi... où la culture urbaine est aussi sympathique et chaleureuse qu'à Montréal. Donc je pense quand même, ça reste une base de la culture montréalaise. Donc je pense que ça va éviter des dérapages qu'on pourrait envisager effectivement avec une évolution négative d'une émergence de quelque chose de nouveau. Moi, je suis très optimiste par rapport à l'idée que je pense que cet changement d'attitude, c'est le contraire de l'individualisme d'une certaine façon. C'est un peu la découverte de la communauté. Et moi, donc pour moi, c'est le contraire du voisin qui tombe sa pelouse à 6 h du matin le dimanche, qui fait chier son voisin exprès parce qu'il haït, etc. On a juste les petites dynamiques là, de cours arrière, de voisins qui ne se parlent pas, mais je pense qu'on s'éloigne de ça. Il est quand, on va terminer éminemment, peut-être je prendrais, il y avait Alana, qui semblait vouloir dire quelque chose, puis monsieur Springborn, si vous voulez, vous aurez le mot de la fin, puis après ça, on va reprendre presque sur les mêmes questions. Je sais qu'on a glissé naturellement vers les questions qui vont nous occuper dans la dernière partie de la journée. Donc, Alana, si tu veux. En fait, ce que je vais dire, c'est un peu en écho de ce qu'a dit Ismaël, mais je pense que oui, vous l'avez appelé un rattrapage culturel. Je pense que c'est vraiment ça qu'il y a à faire, puisque nos espaces publics ont été tellement programmés, tellement institutionnalisés. Je pense qu'en même temps, et c'est partout en Amérique du Nord, mais je pense qu'on a beaucoup perdu, on n'a peut-être jamais développé un sentiment de pouvoir interagir ou interrompre quelqu'un. Je ne sais pas combien de personnes ici ont déjà vu un jeune en train de faire du graffiti sur un autobus, dans une station de métro, et on dit quelque chose. Moi, je l'ai fait pour la première fois cette année. Le jeune était en choc total, et moi aussi. C'est quelque chose qui prend un courage qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Juste de dire quelque chose ou d'être présent s'il y a des jeunes qui s'harcèlent sur la rue. En fait, de dire s'il y a des limites qu'on trouve qui sont franchies par d'autres personnes autour de nous, parce qu'on a tellement l'habitude que c'est la job de quelqu'un d'autre. Un autre exemple, c'est être un arrêt d'autobus, puis il y a comme une poubelle qui est en flammes, puis là, tout le monde est comme en train de le regarder. Ça m'est arrivé, puis à un moment donné, tu jettes un peu de neige dedans, puis c'est correct, mais il faut juste que quelqu'un le fasse. Donc,
ça, j'espère que vous avez raison, puis on va en même temps se dégainer par rapport à l'utilisation de l'espace public, mais aussi un peu se dégainer par rapport à pouvoir garder une espèce de contrôle collectif sur nos espaces publics et qu'est-ce qu'on trouve raisonnable et décent et qu'est-ce que c'est quoi la limite en fait de ce qu'on accepte dans nos espaces publics. Oui, je vais abonder un peu dans le même sens. Quelqu'un qui a déjà eu l'expérience de voyager en métro à Paris à l'heure de pointe et quelqu'un fait l'erreur de prendre un strapotin pour s'asseoir, cette personne va être apostrophiée tout de suite par plusieurs personnes parce que c'est un manque de civisme, ce qui c'est évidemment, et je suis bien d'accord à Montréal, bon, d'abord on n'a pas de strapotin, mais personne ne dira rien, au moins pour le moment. Mais je regarde toujours du côté positif dans ce sens-là. Il y a beaucoup de comportements que l'on peut trouver irritants, des fois, à Montréal. Mais dans les autres villes, ces échanges dégénèrent souvent et très rapidement en psychodrame, avec des conséquences violentes, sinon physiques, au moins affectives. Et c'est ça que j'ai remarqué dans plusieurs villes, et je me dis que si un tel comportement que j'ai vu à Montréal s'était passé ailleurs, dans une telle ou telle ville, les conséquences auraient été beaucoup plus graves. Et là, je m'en réjouis. Je trouve qu'on garde cet élément. Je trouve que c'est un peu le manque d'hégémonie. Je vais en parler un petit peu quand je parlerai de mon trajectoire, pour ainsi dire. Mais je trouve que c'est très important à Montréal, que ça donne une marge de manœuvre où les comportements ne sont pas tout de suite pathologisés, ne sont pas tout de suite surdéterminés, qui nous laissent vivre ensemble. De temps en temps, on est effectivement irrité. Oui, ça c'est vrai. Il semble manque de savoir-vivre des fois. Mais c'est mineur pour moi. Juste quelques éléments, juste pour récupérer avant. Moi, je fais partie d'un jardin communautaire. Pas un jardinage sauvage, mais un jardinage très réglementé. C'est très biblique. Hein. Si on contrevient aux erreurs, on est expulsé du jardin. Donc, il faut faire attention. Et, je comprends qu'il n'a pas. Non, mais vraiment, mais c'est comme ça. Mais c'est intéressant, c'est une manière de faire la connaissance des gens du quartier. Mais ce qui est intéressant, c'est dans les situations réglementées, les mêmes comportements se reproduisent dans le sens où on commence à recevoir des courriels pour nous demander si on a des idées pour le jardin. Et les courriels viennent des personnes à la retraite, oui, qui ont beaucoup de temps pour les idées. Et nous, on leur dit plutôt, on ne veut pas d'idées dans ce sens-là, on veut des légumes. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont du mal à quitter le monde du travail dans ce sens-là. Ils veulent reproduire un peu ce rythme au jardin, le transformer en projet dans ce sens-là. Alors que ce n'était pas, pour nous, évidemment, ce n'était pas tout à fait l'idée. Mais l'autre élément que je faisais partie il y a quelques années déjà d'un projet pour installer les murales, on dit ça, des murales littéraires. Ce n'était pas du tout subversif, pas du tout transgressif. L'idée, c'était choisir une dizaine d'écrivains et poser des murales dans les quartiers, identifiés avec ces écrivains, avec des citations. C'était même sentimental. On m'a demandé de faire partie de ce jury, que j'ai fait avec un certain plaisir. Mais on a découvert que c'était à une époque où on avait très peur du provisoire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par exemple, si on voulait aller vers les propriétaires pour leur demander de poser un mural sur un mur, la ville exigeait que le propriétaire garantisse que le mur ne va pas être changé pendant 25 ans. Oui, en d'autres termes, si la ville allait investir l'argent pour la peinture, il faut que le propriétaire garantisse l'existence du mural. Il n'y avait personne qui voulait faire ça. La ville elle-même ne voulait pas poser des murales parce qu'il y avait toutes sortes de règlements sur l'affichage en public. Oui, donc,
vous voyez exactement ce qui est arrivé. Donc, les interventions sauvages sont nécessaires et je trouve que c'est une question de génération, d'une certaine façon. C'est une question d'espace. Vous parliez de Berlin. Ce qui est intéressant à Berlin, c'est qu'il y a beaucoup d'espace, même aujourd'hui. Hein? Et il y avait un grand rêve après l'unification de tout remplir très vite, mais ça n'a pas marché. Et donc il reste, après un certain recul, il y avait un certain moment où tout le monde avait peur parce qu'on avait cette fièvre de développer, un peu comme à Montréal il y a 10 ans, 15 ans, qu'il y a encore de la place pour ça. Et on peut espérer que on retrouvera un tel moment ici à Montréal aussi. Merci. Je vais arrêter maintenant cette discussion qui, j'ai l'impression, aurait pu se continuer encore un peu, mais je pense que ça va se poursuivre naturellement dans la prochaine. En tout cas, personnellement, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est assez intéressant qu'on a commencé sur des manifestations assez ponctuelles, puis on se soit rendu compte, à un moment donné, qu'on parlait, en fait, que tout ça s'ancrait dans une culture de l'espace public qui est en transformation, aussi d'un rapport à l'espace public qui montréalais, qui partait d'un refus de l'espace public, ou en tout cas qui partait d'un inconfort dans l'espace public qui débordait dans toutes sortes d'autres manifestations comprenant les barbecues et le skateboard et la consommation d'alcool en public. Et que tout ça s'inscrit quand même dans un cadre où Montréal est un environnement non hégémonique qui permet aussi une diversité de comportements. C'est ça et puis le guerrilla gardening de ma tante, c'est probablement